Bonjour et bienvenue pour cette sixième émission dans le cadre de la tournée des tiers-lieux. Nous sommes cette fois-ci à Bordeaux, dans un tiers-lieu qui s'appelle le Garage, qui est effectivement un garage, mais vous allez le voir bien plus que ça, d'où son nom qui est le Garage Moderne, qui fera l'objet d'ailleurs de rénovation prochainement. C'est un espace de 2200 mètres carrés qui fera l'objet d'agrandissement permettant d'arriver à 3500 mètres carrés. Il vit énormément d'activités, d'associations, d'événements culturels. Et on a la chance, pour cette sixième étape, d'être accueillis à Bordeaux, qui est devenue la capitale mondiale de l'économie sociale et solidaire tout récemment. Et ça tombe bien parce que ce sera notre dernière étape pour 2021. On poursuivra dès début 2022 le deuxième cycle de la tournée des tiers-lieux. Julien Goret, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci d'être venu. Tu es le chargé de développement du Garage Moderne. Et Garage Moderne qui a une longue histoire, parce que c'est pas un tiers-lieu qui vient juste d'ouvrir ses portes. Est-ce que tu peux brièvement nous raconter un petit peu l'origine du Garage Moderne? Alors oui, du coup c'est intéressant parce que c'est un tiers-lieu avant que le mot existe. Ouais. Donc du coup ça s'appelle pas tiers-lieu forcément. Le concept n'était pas formulé comme ça. Donc globalement c'est un projet qui s'est monté en 2000 de manière hyper citoyenne, des gens qui se sont mis ensemble pour réparer ensemble des voitures. Il se trouve que c'était hyper novateur parce que réparer ensemble, ça veut dire ne pas être un garage traditionnel et être un garage participatif où on répare ensemble. Et donc l'acte fondateur et que nous on décline beaucoup, au final c'est ça, c'est de faire ensemble et de réparer des choses ensemble. Donc la première chose qui a été formulée et faite, c'est ça, c'est réparer des voitures. Donc c'était un garage associatif auto, les gens venaient s'entraider pour réparer leurs voitures. Ça s'est professionnalisé progressivement avec des salariés, des mécaniciens salariés qui faisaient ça toute la journée. Donc ça a progressé de ce côté-là. Et il faut aussi voir, alors c'est très lié aussi aux envies des personnes qui ont fait le lieu et à l'espace. En fait, c'était beaucoup trop grand les locaux dans lesquels on était, et là c'est beaucoup trop grand. Enfin, c'est pas vrai, hein, c'est très bien. Mais le fait qu'il y ait toute cette place et qu'il y ait une grande volonté d'accueillir et de partager autour d'un objet de base, mais qui a très vite débordé, ça a fait que en fait le bâtiment immense là de 2400 mètres carrés s'est mis à accueillir des concerts, des fêtes, une sociabilité en fait qui part de l'acte de faire, mais qui s'étale dans l'espace et poussée par une volonté quoi. Donc l'histoire du garage, c'est ça. Et donc l'activité de fabrication, elle a grandi vers d'autres objets, mais avec le même principe. Alors le vélo, on a un atelier vélo, une cantine qui fonctionne en participatif aussi. Donc il y a un aspect nourrir les gens qui bossent sur place et les gens du quartier, mais aussi un point d'entrée bénévole pour des gens qui veulent cuisiner ensemble et cuisiner sur des événements. On accueille des artistes depuis assez longtemps pour des durées plus ou moins longues, pour qui est leur atelier ou pour juste le temps d'un projet. Les gens ont fabriqué ici un sous-marin en tasseau, par exemple, qui nous prenait toute la longueur de la nef du bâtiment. Donc ça a été des projets fous comme ça qu'on renouvelle. Et en réalité, c'est un lieu qui est piloté comme un tiers-lieu de fait. Aujourd'hui, on a des instances qui ressemblent à ce qu'on trouve un peu partout en réalité. Un collège d'habitants, un collège qui pilote l'activité, etc. Donc c'est un tiers-lieu qui s'est fait empiriquement en fait, et qui a quelque part été conceptualisé a posteriori par des concepts qui nous sont tombés dessus, quoi. Le concept de tiers-lieu, clairement. Et aujourd'hui, c'est combien de personnes à temps plein? Alors, on est 18 personnes à temps plein pour une quinzaine d'équivalents temps plein. C'est majoritairement des opérationnels. On est très peu bureaux. D'ailleurs, on n'a pas de bureau, on a des bus. Donc, on est peu dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et il y a 4 mécanos auto, vélo, le même nombre de personnes qui travaillent à la cantine ou qui fait de l'aide alimentaire. Et après, il y a de l'équipe d'appui. Si après, on va au bout de la logique et qu'on rentre tous les effectifs de toutes les entités qui sont présentes sur le site, on peut être une quarantaine de personnes tous les jours ici. D'accord. Voilà. Et vous avez un système d'adhésion également? Oui. Comment les gens
Alors ça c'est hyper intéressant. Il y a toujours un point d'entrée et nous on essaie de faire le parcours le plus long possible. C'est-à-dire que les gens viennent avec un besoin, soit pour de la culture, enfin ils viennent voir un concert, ils viennent faire. On fait des choses hors les murs aussi de plus en plus, donc ils viennent voir nos trucs. Donc là, ok. Et soit ils viennent pour un besoin utilitaire, pour réparer leur voiture, réparer leur vélo, acheter un vélo, manger. Voilà. Et dans ce cas-là, nous, on les reroute vers nos autres activités et vers de la culture. Et on les reroute surtout sur l'idée qu'en fait, dans leurs besoins utilitaires a priori, il y avait un acte culturel. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, quand là ce soir, il y a la cuisine, elle est assurée par des partenaires de longue date, par Marie Curie. Et bien, l'idée, c'est que pour moi, quand Marie Curie arrive avec une cuisinière, donc qui est réfugiée, qui rentre, qui est là pour réinvestir ses savoir-faire. Et en partager quelque chose et inventer une sociabilité autour de ça, on est déjà dans de l'acte culturel. Ouais. Et c'est pareil sur là à la fin du mois, on fait un projet autour du recyclage, mais on va faire travailler dedans un artiste pour faire des trays pour du végétal et on l'assume comme artiste. Mais seulement il va travailler à côté des menuisiers qui vont faire des poutres pour mettre un récupérateur d'eau. Et on est toujours dans cette ambiguïté-là. C'est pas du tout un espace de juxtaposition avec d'un côté une salle blanche et de l'autre un endroit crade où il y a les gens qui font des choses sales. C'est vraiment des actions conjointes en fait sur les deux registres, qui est on décline les vieilles méthodes du Bauhaus en fait, à nier le fait qu'il y a d'un côté les créateurs qui sont du côté de la culture et de l'autre les artisans ou les industrieux ou les industriels qui sont du côté purement de l'utilité. Et combien de personnes du coup gravitent ou passent en tout cas au Garage Moderne sur une année par exemple? Alors il y a 5000 adhérents au Garage Moderne. 1 millier qui est directement et régulièrement impliqué dans les ateliers de fabrication. Ouais. Et le reste a une pratique plus passante ou plus de voisinage en fait. C'est des gens qui viendront nous aider à faire de l'aide alimentaire, qui viendront sur nos événements culturels hors les murs. C'est le grand croisement, c'est-à-dire qu'on a, grâce à ça aussi, plus de mixité, parce que le lieu, il a une histoire en fait qui a commencé alors que le quartier était différent aussi, il n'y avait pas d'habitants autour, et notre ouverture et nos activités hors les murs, ça nous permet de capter des publics qui sont pas directement dans le fer, mais qui vont croiser ces pratiques-là. Ouais. Voilà, on a un quartier neuf autour de nous qui est aseptisé, qui est neuf. Et cette espèce de choc de rentrer dans une usine qui fonctionne encore, on veut le garder, quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que les gens viennent chercher. Très clair. Et est-ce que cet impact, là on parlait donc de 5000 adhérents, l'impact et les indicateurs d'impact, est-ce que vous avez réussi à trouver des outils qui permettent de mesurer ça? Je sais qu'il y a pas mal de tiers-lieux qui utilisent comme ça différentes solutions. Est-ce que vous avez expérimenté des choses? Alors, on a fait des choses, on va détailler ça, je pense, sur une des tables rondes, sur la table ronde de demain. Ouais. On a beaucoup travaillé, en fait, à essayer de comprendre comment changer la démographie autour de nous, avec la construction du nouveau quartier. Donc, la question qu'on s'est posée et on a posée aux bases de données de l'INSEE, c'est une base qui s'appelle Philosophie et qui recense, en fait, c'est des données carroyées qui sont hyper riches, qui à mon sens sont sous-utilisées, et nous on les a utilisées pour penser le redimensionnement, parce qu'on doit rénover le bâtiment, donc on doit le redimensionner les fonctions, et on s'est dit c'est quoi le bassin d'habitants autour de nous, parce qu'on va pas demander des financements pour personne, et c'est comme ça. Donc on a pris une carte, un fond de carte. Moi avant j'étais chef de projet web, donc et orienté base de données, donc on a pu faire ça en direct avec nos besoins métiers, c'est-à-dire à partir d'OpenStreetMap, de construire un algorithme qui reprend des outils libres pour évaluer le bassin de population autour de nous. Les données disponibles, c'est par carré de 200 mètres. Donc dans une ville, c'est un pâté de maison, quoi. Ouais. Par carré de 200 mètres, on a les revenus, le taux de logement social, la densité, le nombre d'habitants. Et
des données de classe d'âge, mais celles-là on les utilise pas forcément trop. Et ça nous a permis en couplant ces données de car voyage à des itinéraires, donc avec un moteur qui s'appelle OSMN, OSMN, d'accord, de faire d'estimer la ville du quart d'heure autour de nous. Ouais. Et donc ce qu'il en ressort, enfin nous de cet outil maison, ça nous a permis de nous rendre compte que en fait il y avait, ça c'était dans les données aussi des promoteurs qui construisent les immeubles autour, mais c'est vrai qu'il y avait plus de 12 000 habitants entre le avant et le après rénovation du quartier. Ouais. Ça c'est la première donnée énorme, et que le différentiel de revenus dans la zone des 4 km en fait autour de nous, donc ça ferait 1 heure de marche, mais ça fait un quart d'heure de vélo. Donc dans la zone des 4 km, il y a nos interlocuteurs historiques, c'est-à-dire qu'il y a 3 quartiers politiques de la ville. Il y a Bacalan Nord, donc c'est un quartier qui est au pied du pont d'Aquitaine et qui a plein de problématiques, mais c'est un quartier bas. Et il y a 2 quartiers de logement social hyper dense, donc Aubier et Grand Parc, où on mène des actions. Et donc en fait, nous, ça nous a permis en mesurant cet impact, de se rendre compte que de l'énormité en fait du changement sur notre voisinage immédiat et de l'énormité de la disparité de revenus et de tous les indicateurs entre notre voisinage immédiat et le cœur de chacun de ces quartiers politiques de la ville. Ouais. En fait, on est du simple au double ou même écart plus élevé que ça si vous voulez. Le revenu médian, si je me trompe pas, sur les îlots autour de nous, il est à 30 000 €, sachant qu'il y a quand même du logement social dans ce mix. Donc c'est pas fait, c'est pas la caricature qu'on peut en faire non plus, où ce serait que du logement hyper cher. Il y a aussi 25% de logement social. Donc, mais le médian, il est à 30 000. Et dans les QPV, donc dans les quartiers politiques de la ville, on est plutôt à 12. Ce qui dit une énorme pauvreté ou la sortie des radars en fait d'une grande partie de l'économie quoi, ou de l'économie pratiquée par les personnes qui habitent là. Voilà. D'accord. En fait, vous avez été dans l'anticipation même de l'impact pour évaluer en amont les publics et projeter des activités qui répondent bien à l'ensemble de... Oui, pour comprendre simplement. Et en fait, ça, on l'a fait avant le Covid, quand on montait des dossiers pour rénover le bâtiment. Donc, c'est une info qui est restée disponible. Et on l'a expérimenté sur le terrain pendant le Covid, et puis jusqu'à aujourd'hui où on livre des repas en aide alimentaire. Et ces données-là, moi, je les superpose aujourd'hui à des données de distribution de l'aide alimentaire, parce qu'on sait qui et où, et on peut faire une carte, ce qu'on a fait, puisqu'on présentera demain, une carte de nos distribs pour voir qu'est-ce qu'on fait et où dans le quartier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que nos bénévoles, ils sont autour de nous, mais pas seulement. C'est aussi des bénéficiaires qui sont dans les quartiers politiques de la ville. Mais nos points de distrib, sans surprise, ils sont là où sont les besoins. Et ils sont dans des zones où normalement il n'y a pas de besoin parce qu'elles sont inhabitées. Dans les interstices, en fait. Le long du lac, le long des zones commerciales. On est dans un quartier où il y a c'est très intéressant, de l'étude territoriale pour moi, parce que ça montre qu'on a certains quartiers qui sont enclavés dans du rien, c'est-à-dire dans des voies ferrées abandonnées. Et ça, quand on regarde une carte, qu'on voit qu'il y a de l'urbanisation, qu'il y a une zone commerciale, il y a Bordeaux-Lac, c'est la plus grosse zone commerciale, pas de France, mais c'est vraiment très grand. On voit que c'est de l'urbanisation, mais il faut bien avoir en tête que c'est pas des habitants. Et donc ça change tout notre voisinage urbain, et c'est là qu'on comprend, les gens derrière là des Aubiers, en fait ils sont sur une île, parce que ils sont entre un terrain vague, Bordeaux-Lac, et eux ils sont là, et c'est très compliqué quoi. Et faire le lien, c'est le continuum urbain, il n'existe pas. Et nous notre job, c'est maintenant, nous on change pas de place, mais c'est public, on va les chercher historiquement. Et on va continuer à aller les chercher via les centres sociaux, via les centres d'animes, mais pour les amener vers quelque chose. Et à mon avis, notre rôle urbain, c'est de retisser quelque chose entre ces périphéries pour nous et ce nouveau centre. Très bien. Et le projet de rénovation du bâtiment, c'est un projet assez ambitieux. C'est un projet, je crois, à 6 ou 7 millions d'euros. C'est ça. Il aura lieu quand et ça va durer combien de temps? Alors, le timing, c'est que donc là, ce projet, on a formulé la faisabilité en 2019. On a une première enveloppe budgétaire qui est votée par la ville de Bordeaux à hauteur d'1,5 million d'euros pour commencer. Et disons que jusqu'en septembre 2022, on est sur les financements, et en parallèle, on fait travailler l'archi, parce que qui dit recherche de financement dit expertise des différents aspects du projet. Donc il y a une mission d'archi
en parallèle pendant toute l'année. Et a priori, c'est dépôt de PC en février-mars. Instruction, et on pourrait commencer des travaux entre septembre et décembre 2022. D'accord. Les travaux sont censés durer une année, et pendant cette année, et même un peu avant, on va fonctionner de plus en plus sur les murs. Donc certaines activités vont rester sur place dans une base vie une base vie de chantier, mais qui est conçue plus comme une salle des fêtes, enfin quelque chose qui déborde des usages habituels des bases vie, qui sont purement techniques, quoi. C'est les vestiaires et tout. Nous, on déborde de cet usage-là pour maintenir une permanence sur site, quoi qu'il arrive. On travaille avec les bailleurs sociaux pour trouver des zones de repli pour y replier temporairement une partie de l'activité quand c'est logistiquement nécessaire et puis quand ça a du sens. Mais c'est intéressant. On va bosser avec des bailleurs sociaux qui ont des locaux en attente, et nous aussi c'est juste du temporaire pour le coup, et on va se déplacer une partie de notre activité pour aussi toucher de nouveaux publics. On reste dans le voisinage immédiat, dans les 20 minutes, mais dans les 20 minutes. Seulement le foncier donc va être rénové, est assuré de manière pérenne, mais en plus économiquement l'association Garage Moderne est autonome, en grande partie en tout cas. Oui, on a un taux d'autofinancement qui est élevé. Bon, forcément, être hors les murs, ça va nous coûter de l'argent, mais c'est quelque chose qu'on pense vraiment et qu'on argumente avec le projet Archi. Mais il n'est pas question qu'on mette les gens au chômage technique ou qu'on réduise les équipes pour passer le cap, quoi. Il est question de continuer mieux, en fait, pendant que le chantier se fait. Et à la limite, un chantier, c'est une démarche qui ressemble à ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire que c'est un chantier qui doit être le plus ouvert possible. Alors c'est hyper compliqué, c'est pas fait pour être ouvert un chantier. Mais nous, on le prend aussi comme une occasion de montrer de la fabrication et dans ce qu'elle peut avoir d'enrichissant. C'est pas l'idée de faire un chantier qui sera fermé derrière des palissades, mais c'est une occasion aussi pour le quartier de voir comment il peut se construire ensemble. C'est-à-dire que voilà, on va rénover par tranche, il y aura quand même de l'activité, c'est quelque chose d'appropriable. Très bien, bon courage pour les travaux. Merci. On va suivre tout ça de très près, et encore merci de nous recevoir. Merci à vous d'être passé. Sandrine Clément, bonjour. Bonjour. Tu es la cofondatrice de Marie Curie, et c'est une société que tu as créée sous l'impulsion de la crise sanitaire, en tout cas des confinements. Il y a eu un déclic. Est-ce que tu peux nous dire brièvement déjà ce qui s'est passé pendant le confinement et ce qui a déclenché la création de cette activité ? Alors oui, effectivement, c'est une activité qu'on a créée avec Élise Torel pendant le confinement. Moi personnellement, j'étais engagée dans le Réfugié Food Festival depuis 2017 à Bordeaux. Donc j'ai fait toutes les éditions successives du Réfugié Food Festival, et cet engagement et c'est sur cet engagement que j'ai rencontré Élise Torel, et où on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même volonté de pérenniser une action envers les femmes sur le territoire bordelais, et c'est comme ça que donc Marie Curie est née. On a mis aussi, sous la bannière Réfugiés Food Festival, on a mis en place donc de l'aide alimentaire ici avec le Garage Moderne et l'association Ernest. Et c'est en cuisinant qu'on a beaucoup échangé avec Élise et qu'on s'est dit mais il faut qu'on y aille maintenant, et on était vraiment alignés sur le projet. Au départ, c'était pour gérer l'urgence. Exactement. Donc pour délivrer un certain nombre de repas. Et donc l'activité qui en est ensuite née, c'est une activité dans laquelle vous accompagnez des femmes à pouvoir s'installer en tant que cuisinière indépendante. C'est ça. Alors on est un traiteur. On est un traiteur bordelais, et on va accompagner donc des femmes réfugiées et issues de l'immigration dans la création de leur activité traiteur indépendante. Du coup, on va les aider à créer, à développer et à pérenniser leur activité par tout un tas d'actions que je développerai plus tard. C'est vraiment la mission de Marie Curie, c'est vraiment de valoriser le patrimoine culinaire de ces femmes. Elles ont vraiment de l'or dans les mains. Il faut juste donner un petit coup de pouce pour mettre les choses en place, les aider dans la mise en place de leur activité. Et ce sont des femmes qui se lancent dans la cuisine, finalement non pas de manière temporaire en dépannage, mais vraiment comme vocation à part entière.
Oui, on les aide à leur faire prendre conscience que ça peut devenir leur métier aussi, parce que elles n'ont pas forcément eu les rôles modèles pour se projeter là-dedans. Et on les aide à y croire et à aller au bout de leurs rêves. Et vous avez combien de cuisinières aujourd'hui? On accompagne environ une dizaine de cuisinières, donc c'est entre des formations, elles peuvent partir en formation, c'est un peu aléatoire, mais on a environ une douzaine de femmes. Ouais. Donc elles utilisent le local du garage parfois pour travailler? Alors, on travaille pas ici. Nous, on n'est pas du tout basé ici. On a depuis mi-juillet gagné un appel à projet à Artigues. Et donc, on a une cuisine, on a notre propre cuisine maintenant. Et donc, c'est une des forces aussi de Marie Curie, c'est qu'on leur met à disposition ce laboratoire pour qu'elles puissent venir cuisiner. Ouais. C'est souvent, les matériels coûtent très cher. Pour elles, c'est impossible de s'équiper dès le départ, donc la mise à disposition de ce laboratoire est une aide précieuse aussi. Donc vous facilitez la création et l'amorçage de l'activité, la formation, les moyens logistiques, la communication aussi, oui, pour gérer la relation client. Nous, on va être un apporteur d'affaires pour ces femmes-là, en fait. Ouais. On va vraiment leur permettre de se professionnaliser, d'avoir des revenus réguliers. On va aussi, elles vont prendre confiance dans leur cuisine. Et donc la mise à disposition de ce laboratoire, tout ça concourt à avoir des prestations traiteurs de qualité. Après, il y a tout un accompagnement socio-professionnel qui vient aussi pour ces femmes, qui va leur permettre de lever on va leur permettre de lever les freins qu'elles peuvent avoir. Et puis on va aussi les faire monter en compétences, donc leur proposer de la formation continue. Et c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Et tu parlais d'apport d'affaires, ça veut dire que ce sont les cuisinières qui facturent ensuite le client final? Alors non, c'est nous qui facturons le client final, c'est nous qui nous occupons de la communication, donc de la gestion du lieu. Okay. Mais elles sont toutes auto-entrepreneurs, ces femmes. De toute manière, c'est leur volonté, parce qu'elles veulent à terme donc vraiment pérenniser cette activité, et du coup elles nous facturent une prestation de cuisine. D'accord, ouais, voilà. Très clair. Et donc déjà 10 cuisinières en 1 an et demi, 2 ans? On n'a pas un an. Hein. Ouais, même pas. On n'a pas un an, ouais. Ouais, parce que finalement pendant les confinements, ça c'était l'urgence, mais l'activité vient de démarrer. Ouais. Donc 10 femmes, c'est déjà beaucoup en si peu de temps. Votre perspective d'évolution, c'est d'atteindre quelle taille critique? C'est un petit peu difficile. Là, on est sur le recrutement d'un chef parce que pour le moment, on est que 2 à gérer donc l'entreprise. On cherche à recruter un chef qui va s'occuper des cuisinières, leur permettre de monter en compétences, de vraiment s'occuper de la partie traiteur, et qui va nous libérer du temps, justement pour tout le reste, ce qui est assez lourd. On aimerait bien doubler le nombre de bénéficiaires. Ouais. Et sachant que ce sont des cuisinières qui travaillent dans la durée avec Marie Curie, donc on va dire que la vitesse de croisière serait d'avoir à peu près une vingtaine de. Oui, après ça rentre un peu au fil de l'eau, et puis on réfléchit aussi beaucoup au modèle vers lequel on va s'orienter, parce que on a l'idée un peu de coopérative en tête. Il nous faut du temps pour réfléchir justement à la mise en place d'un modèle de ce type. Il faut impliquer les cuisinières, il faut leur faire comprendre ce que c'est vraiment. Pour info, on a certaines cuisinières qui ne parlent pas français aujourd'hui, donc il y a tout un travail qui va nous prendre du temps de ce côté-là. Ouais. Donc à la fois c'est de la montée en compétences pour les cuisinières, et puis pour les consommateurs, c'est une façon aussi d'acheter sur des produits en circuit court et découvrir d'autres cultures culinaires. Alors bien sûr, c'est aussi de faire connaître des cuisines qu'on connaît pas forcément, la cuisine iranienne par exemple, la cuisine afghane, la cuisine éthiopienne. Enfin, on propose de belles cuisines. Après, bon, bien sûr, il y a la cuisine syrienne, mais on la connaît déjà un petit peu plus. Mais on fait découvrir d'autres saveurs.
et puis c'est une fierté pour ces femmes de montrer c'est vraiment leur culture. Elles sont très fières de montrer ce qu'elles savent faire, de parler de toutes ces saveurs. Très bien, félicitations pour le démarrage. Merci. Et puis on aura le plaisir de découvrir Marie Curie pendant cette étape de la tournée. Merci Sandrine. Merci à vous. Jérémy Ballarin, bonjour. Bonjour. Tu es le cofondateur de Wanted, qui est une aventure qui a démarré sur Facebook. Tu peux nous raconter un petit peu la genèse? La genèse, c'est Christian, Luc et moi, 3 potes, et on décide un jour de créer un groupe Facebook pour se filer des bons plans entre potes. Ouais. Aujourd'hui, on est 1 million, donc on n'est plus que des potes. Le fil rouge, ça a été l'entraide, la solidarité, et qui a pris des proportions toujours de plus en plus grandes, parce qu'à la base c'était juste des coups de main entre particuliers, jusqu'à aller sur déjà de l'entraide d'urgence pour des personnes qui étaient dans des situations très difficiles, mais aussi entraide comme prétexte à tisser du lien, à se rencontrer et à créer des espaces bienveillants de confiance qui permettent en fait d'être plus forts ensemble et d'imaginer peut-être un monde différent, peut-être meilleur. Et vous avez fait évoluer cette communauté ensuite en créant des espaces. Exactement. On s'est rendu compte que ce qu'on avait créé, c'était pas juste une communauté, c'était aussi des lieux et des espaces sur le digital. Ouais. Donc du coup, l'évolution logique était de créer des espaces physiques. Et on a vu qu'il y a des membres qui commençaient à prendre des apéros ensemble, à se retrouver, à se voir, à se rencontrer. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée des lieux physiques pour que les membres se rencontrent. Donc on a créé un premier café-restaurant qui s'appelle Wanted Café, un café-restaurant qui se trouve à Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel-Capucin. C'est un quartier très populaire avec beaucoup de mixité. Et donc ce qu'on a voulu dans ce lieu physique, c'est ce qui se passe exactement sur le digital. C'est un lieu qui permet d'accueillir tout le monde, sans aucune distinction, sans aucune barrière à l'entrée du lieu, puisqu'aujourd'hui dans nos groupes, on a des gens qui se parlent, qui potentiellement se parleraient pas. C'est aussi ce que peut donner de bien le digital, et donc on voulait avoir la même chose sur le physique. Du coup, on a créé des dispositifs assez simples qui permettent à des personnes qui n'ont pas de pouvoir d'achat de quand même entrer dans le lieu, de consommer, donc notamment avec la logique de suspendu, de café suspendu et de repas suspendu. Donc il y a effectivement le fait de pouvoir accueillir pour donner à manger à des gens, mais en fait ça c'est limite secondaire pour ces gens. Ce qui est important, c'est de pouvoir se retrouver dans un lieu de droit commun, pas un lieu qui les stigmatise, pas un lieu qui les ramène à leurs conditions de personnes aidées ou de personnes stigmatisées. Donc ils se retrouvent dans un lieu qui est géré par une société, comme un commerce. Et donc du coup ils peuvent retrouver de la confiance, de la dignité, qui peut être une première étape pour ensuite recréer du lien, pourquoi pas se projeter pour changer de vie, pour trouver un job, pour rencontrer des gens. Voilà. Donc ça ce premier café on l'a ouvert en 2018, là, on vient de fêter les 3 ans, et le but aujourd'hui de Wanted, c'est continuer à développer cette communauté d'entraide qui se répartit sur plusieurs dizaines de groupes Facebook en France, un peu à l'étranger aussi, et d'un autre côté, de développer les lieux, sachant que les 2 prochaines étapes sont un Wanted Café à Paris et un tiers-lieu à Bordeaux. Et donc le système de café suspendu, de repas suspendu, c'est le client, le consommateur qui va prépayer un café supplémentaire. Exactement. Que quelqu'un d'autre pourra consommer ensuite. Ouais. Mais au-delà du client qui peut devenir solidaire d'une certaine façon, Wanted, c'est aussi une entreprise qui reverse une partie de son chiffre d'affaires à des associations. Oui. En fait, quand on a créé ce projet, on a voulu créer en fait une logique commerciale, une logique business. On s'est pas transposé sur il nous faut un modèle qui est fait pour l'intérêt général ou qui est fait pour avoir un impact positif. On s'est dit nous on veut une structure on va dire de droit privé et une structure de droit commun, mais qui va avoir un impact. Et donc du coup, on s'est nous-mêmes structurellement dans notre société, on s'est dit que dès qu'on faisait du chiffre d'affaires, il fallait qu'une partie puisse bénéficier à des acteurs, des actrices qui sont dans la vie locale, qui sont dans le quartier, pour qu'ils puissent développer leurs projets. Souvent des associations qui œuvrent dans l'entraide et la solidarité. Donc nous, quel que soit l'argent qui rentre par les notes des clients, il y a 2% qui part de toute façon tous les mois pour une association différente. Ce qui permet aussi
de tisser, de mailler et d'avoir une vraie communauté aussi d'acteurs et pas que de particuliers. Voilà. On a aussi notre carte de fidélité où on récompense la fidélité par la solidarité, puisque le 10e repas chez nous, on aimerait bien faire le 5e, on va voir si on peut le faire, mais le 10e repas chez nous n'est pas pour vous, mais pour une personne qui ne peut pas se le payer. Ouais. Donc il y a ce rapport-là aussi. Et on fait aussi ce qu'il faut pour, une fois par semaine, organiser ce qu'on appelle une tablée solidaire. Là, on doit être à la 40e. Avant, on le faisait tous les mois. Depuis le Covid, on le faisait quasiment tous les jours. Là, maintenant, on le fait toutes les semaines. Le dimanche soir, normalement, on est fermé au café. On reste ouvert. On propose à des personnes de la communauté de venir pour préparer des repas. Souvent, c'est des chefs de restaurants, des personnes qui ont de l'expérience dans la cuisine, parfois pas du tout. Ouais. Et de proposer l'expérience du restaurant à des personnes qui sont en situation de difficulté. Et on fait à peu près entre 70 et 90 couverts tous les dimanches soirs pour proposer une expérience du restaurant. Et là, pour le coup, on est en train de trouver, de chercher un modèle aussi avec pourquoi pas des entreprises pour pouvoir continuer à monter ces tablés. Mais aujourd'hui, on va le faire sur nos deniers parce que faire tourner le restaurant, ça a des charges. Il faut aussi qu'on trouve toute la cam pour pouvoir faire les repas. Donc souvent c'est des dons, mais parfois on prend aussi sur nos. Donc on est en train de trouver petit à petit au fur et à mesure un modèle qui peut être pertinent. Mais en tout cas, oui, effectivement. Nous, structurellement, notre modèle, j'ai envie de dire juridique, financier, il est orienté vers le fait d'avoir un impact. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, la condition de faire du business, c'est d'avoir un impact positif. Oui, parce que c'est une aspiration profonde. Ah, totalement. Ça fait partie du projet. Enfin, je veux dire, c'est même pas quelque chose avec lequel on a transigé. En fait, il faut le faire. À quelle hauteur on le fait? Ouais. Par rapport à toute la vague de l'ESS, de mission, d'entreprise à mission, de RSE, comment vous vous situez vous dans tout ce vocabulaire? Est-ce que c'est un sujet, pas un sujet? C'est forcément un sujet parce que quand on discute avec des acteurs différents pour des partenariats, la question est posée. La question est tout le temps posée. Vous êtes quoi? Vous êtes une asso? Ah non, vous n'êtes pas une asso. Ok. Vous êtes une entreprise? Ok. Vous êtes une entreprise à mission? Oui, on est en train de le devenir. Vous êtes une entreprise de l'ESS? Je sais pas, ça veut dire quoi? C'est quoi une entreprise de l'ESS? Vous avez une dimension RSE? Oui. Il faut vous montrer un papier, il faut vous montrer un justificatif. Donc ça, c'est intéressant en fait parce que et puis pareil, il y a des fondations. Ah non, c'est génial ce que vous faites. On veut abonder. Ok. Ouais. Ah mais vous êtes une société. Ah mais on peut pas défisque. Ah merde. Donc là en fait c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans une dimension en fait où en fait on est au final on est bien c'est compliqué des deux côtés. On n'est pas une asso et on n'est pas non plus une société reconnue par l'ESS par exemple avec le label ESUS. Mais en même temps on a de l'impact. Donc en fait qu'est-ce qu'on est? Donc c'est pour ça que voilà, effectivement je pense que le statut ne fait pas forcément la vertu et qu'aujourd'hui nous, cette logique-là de SS, c'est très bien. Je pense que c'est une étape par laquelle il faut passer pour que des entrepreneurs, des entreprises se disent si elles l'ont pas dans leur fort intérieur, effectivement, il faut que je fasse que mon entreprise ait de l'impact. Mais voilà, tout ce qu'on peut espérer en fait, c'est que cette dimension de SS, elle n'existe plus et qu'un jour on discute avec nos petits enfants et qu'on dise, tu sais, à une époque. Il y avait des sociétés de l'ESS parce qu'elles voulaient faire le bien et ils nous diront ah bon mais les autres elles faisaient quoi alors en fait elles foutaient rien. Donc voilà, ça aujourd'hui nous c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que on décide de développer un modèle économique qui est viable parce qu'on pense que c'est avec ce modèle économique qu'on peut arriver à faire des bonnes choses. Et donc du coup nous ce qui nous intéresse c'est et on n'est pas les seuls à faire ça loin de là mais ce qui nous intéresse justement c'est de pouvoir partager ça avec d'autres entreprises. Il y a des entreprises aujourd'hui qui viennent voir que mais en fait ce que vous faites je peux le faire en fait. Ouais. Et ça c'est super. Nous on le fait pour l'instant à un niveau un peu plus petit. Mais en fait, c'est totalement faisable pour plein de boîtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on discute avec pas mal de potentiels partenaires sur la logique du suspendu et de pouvoir l'adapter en fait à tout type de service ou à tout type de produit. Donc c'est une logique qu'on pourrait totalement appliquer ailleurs. C'est assez logique sur la notion. C'est pas pour rien que c'est né que c'est né avec le café. C'est une petite somme, c'est quelque chose, c'est un produit du quotidien. C'est un produit aussi qui permet la convivialité, ce qui est pas forcément le cas de tous les produits. Mais voilà, en tout cas pour répondre, pour recentrer sur la question, aujourd'hui être une asso, être ESS, être entreprise à mission, en fait ce qui compte c'est qu'est-ce que tu fais, quel est ton impact, et puis du coup comment tu le mesures.
Parce qu'à un moment, il faut pouvoir dire, regarde, voilà, j'ai un impact. Ok, mais c'est quoi ton impact? Il est chiffré, il est quantitatif, il est qualitatif. Alors justement, vous avez mis en place des outils pour ça? On est en train. On est en train. C'est un vrai sujet parce que quand t'es dedans, l'impact, j'ai envie de dire. Enfin moi, quelqu'un qui me dit mais c'est quoi vraiment ton impact? Je dis mais putain, mais si tu savais. Si tu savais, parce qu'on est dedans. Oui, c'est évident. On le voit, on le sent. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir le montrer. Si on veut, entre guillemets, inspirer, il faut pouvoir montrer ce que ça donne. Si aussi, pour accélérer et pour voir les choses plus grands, forcément, ça passe par des partenariats. Ça passe aussi peut-être par des, par le fait de faire des levées de fonds. Et donc, du coup, tout ça, ça dit, OK, vous faites ça, comment vous le mesurez? Donc, en ce moment, nous, on s'est effectivement entouré d'un acteur qui s'appelle Archipel et qui a notamment une filiale qui s'appelle Impact Studio, pour qui c'est le vrai sujet aujourd'hui de pouvoir calculer l'impact positif, souvent social, environnemental d'entreprise, mais aussi de lieux et de tiers-lieux. Ça, c'est un sujet sur lequel ils sont et on discute ensemble pour peut-être être un des pilotes pour dire, OK, donc vous mettez en place un lieu. Nous, on va vous accompagner pour dire quels sont les objectifs de ce lieu en termes d'impact et quelles sont les métriques qui va pouvoir dire on atteint ces objectifs. Donc les métriques, elles sont très différentes. Nous, on en a déjà. Par exemple, on sait combien de cafés et de places suspendues sont payés par nos clients. Combien de cafés et de places suspendues sont consommés par les personnes qui viennent chez nous. Du coup, on avait un moment, on pose une métrique aujourd'hui qui est de dire est-ce qu'on peut calculer les heures de sociabilisation qu'on génère, qu'on provoque, voilà, pour des personnes qui justement sont en quête de ça. Hein. Je rappelle quand même que, la dernière étude de la Fondation de France sur le sujet, on est quand même à 10% des Français qui ont entre 3 et 4 conversations par an. Donc ça ramène ce sujet-là et nous de pouvoir dire, en fait, un café chez nous, un repas chez nous, ça va être autant de points d'impact pour une personne, pour qu'on la salue, pour qu'on lui demande comment ça va, pour qu'on échange, pour qu'on discute, pour qu'on rit, ou parfois pas du tout, il y a rien qui se dit, voilà. Donc ça c'est une métrique nous qu'on trouve intéressante. Il y a aussi les heures de volontariat qui sont générées. Donc ça c'est autant d'impact, mais nous ce qui nous intéresse aussi et ce qui est difficile à calculer, c'est l'impact que tu peux avoir sur un territoire, c'est ce que ça crée, parce que peut-être qu'une personne en passant, nous c'est vrai que moi j'ai en tête une personne pour qui un des premiers points d'impact en France a été le café. C'est une personne, ça lui a permis de se sociabiliser, de trouver un toit, et ensuite de trouver une association qui lui a permis de trouver un emploi, qui lui a permis de trouver un appartement. Et ça, en fait, ça part d'un lieu, que ce soit le nôtre ou que ce soit le nôtre, le Wanted Café ou un autre, on s'en fout. Mais de se dire, OK, mais là, en fait, il y a un impact qui est dingue, en fait. Il y a un impact sur l'individu qui est dingue. Quasiment impossible à tracer. C'est super compliqué. Parcours de vie qui sont entrelacés de plein de facteurs qui ont fait qu'il y a un changement. Effectivement, mesurer l'impact de Wanted dans un parcours de vie comme celui-ci, c'est de l'ordre de l'impossible, mais par contre qui est perceptible effectivement en vivant l'expérience, en fait. C'est presque ça le. Oui, mais ça pour le coup, ça a ses limites, parce que quand il faut ensuite développer le projet, trouver des partenariats, trouver des personnes avec qui le faire, eux il faut qu'ils se disent OK, mais alors il faut qu'il y ait un impact tangible et il faut qu'il y ait des indicateurs précis. Dans l'analyse qui est en cours avec vos partenaires pour tester l'impact, est-ce que le verbatim de personnes qui ont été impactées finalement dans leur parcours personnel par Wanted, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est une matière qui peut être exploitable? Alors oui, forcément. Après, c'est vrai que le déclaratif, il est intéressant. Enfin, moi, des verbatims, j'en prends 3 demain, quoi. Et qui viennent d'on sait pas forcément où, et voilà. C'est toujours pareil, la question des verbatims sur trouver un tiers de confiance. Absolument. C'est des choses qui se font, c'est des choses, on échange là-dessus. Mais forcément, et c'est pour ça que je pense aussi au niveau de l'impact, nous, il y a quelque chose qu'on essaye de développer, parce que c'est très chronophage, c'est un métier, mais c'est aussi être un média. En tant qu'entreprise, être un média et pouvoir raconter l'expérience et raconter l'impact. Ça, notamment, donc, on a été accompagné par Facebook, c'est quelque chose qu'ils savent très bien faire. Nous, ils nous ont collé une équipe de tournage pendant 15 jours où ils étaient 10. On a fait une vidéo d'1 minute, et en 1 minute, l'impact, tu le voyais comme ça. Donc je pense qu'aussi, le fait de raconter l'expérience
que les gens vont avoir sur le lieu, d'être un média vraiment pour raconter ce qui se passe. Nous, on a commencé à le faire de différentes manières, que ce soit par la vidéo, mais aussi par le podcast vidéo. On invite des personnes qui travaillent avec nous pour raconter ce qui se passe. Donc, je pense que effectivement la partie n'est pas storytelling, marketing, bullshit pour faire une minute avec des gens avec des gens qui sourient, voilà, avec du fond. C'est pour ça que nous aujourd'hui on fait un podcast qui est pas coupé, plan fixe pendant 55 minutes. Okay. Donc oui, ça forcément, il y a des gens qui me disent je suis désolé, j'ai lâché au bout de 10 minutes. Et en même temps, nous c'est une façon de dire ouais, mais ça peut être c'est un moment aussi où là on montre du fond. Ouais. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui le fait d'être son propre média et de pouvoir montrer ce qui se passe de manière très pragmatique, ça c'est un vrai sujet. Mais pour le coup, c'est quasiment notre métier. Enfin, tu deviens, si t'es un média, ça veut dire qu'il faut des gens pour ça. Il faut avoir une stratégie éditoriale. Et quand t'es un projet qui est en train d'évoluer, ben c'est toujours pareil. C'est plus difficile d'être le journaliste de sa propre expérience. C'est toujours très difficile, sauf si à la limite on a ça dans le sang et voilà. Mais donc, je pense qu'il y a vraiment ce sujet-là qui permet de montrer. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy, pour ton témoignage. Merci à vous. Cathy Dezan, bonjour. Bonjour. Tu es la cofondatrice des Chemins Solidaires. Exactement. Et le Chemin Solidaire, donc vous travaillez sur des voyages, du tourisme, mais avec un enjeu sur le plan environnemental et social extrêmement prononcé. Et c'est une activité qui a été pensée, en tout cas créée pendant la crise sanitaire. Quel a été le déclic ? Alors, ça a été créé avant la crise sanitaire, parce que les valeurs que l'on souhaitait partager étaient en amont de la crise sanitaire, en effet. Donc, c'était un déclic d'un projet à deux avec Alexandre, mon mari, de changer de vie professionnelle en alliant notre passion commune du voyage. Donc, on était pas issus du milieu du tourisme, mais en fait avec différents voyages qu'on a réalisés chacun un petit peu partout, on a trouvé un sens à ces voyages et on voulait le faire découvrir à notre façon, un petit peu différemment du tourisme que l'on connaît à aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les habitants et les territoires qui reçoivent les touristes, en quoi c'est une expérience humaine d'une part, et puis sur le plan social, économique, bénéfique pour les territoires et les habitants? Alors, déjà d'une part par notre modèle économique, puisqu'en fait, donc on a créé Chemin Solidaire, donc avec une valeur qui nous tenait très à cœur. Donc on est acteur de l'économie sociale et solidaire, donc on est une ESS, donc qui nous permet en effet de valoriser notre activité au-delà de l'aspect financier d'une entreprise. Après, sur la partie, je dirais, investissement local, on est sur du tourisme où notre concept, c'est découvrir, rencontrer, partager. Donc, avec les acteurs locaux, en lien avec la destination. Donc, et c'est de là qu'on a pu développer les voyages, parce qu'en fait, les voyages que l'on propose, ce sont des voyages que nous avons nous-mêmes réalisés et qui ont donné un sens à notre vie et qu'on souhaite faire découvrir. Et tu peux illustrer par exemple un projet avec une ville en particulier que vous conduisez ensemble? Oui, tout à fait. Donc on a fait le projet de faire un développement donc dans le sud du Sénégal, à Foundiougne, dans le Ciné Saloon, avec en fait une antenne qui va être créée, donc Chemin Solidaire, avec Antoine, notre partenaire local, avec qui on a fait ce montage de cette semaine entre guillemets un petit peu hors des sentiers battus, d'hôtels ou autres, et on est sur un partage avec l'habitant, sa culture, sa façon de vivre, aussi bien éducatif pour les enfants que découvrir une culture qui est totalement différente de notre monde européen. Et avec le temps, au fur et à mesure que les touristes passent,
qu'est-ce que ça provoque localement? Quels sont les impacts finalement? Alors les impacts sont considérables parce qu'en fait on a un projet de créer une médiathèque pour ce petit village qui sera accessible à toute la population, aux parents, aux enfants, donc d'échanges de livres, de jeux et de créer donc un emploi supplémentaire et qui permet aussi de créer aussi d'autres emplois qui en découlent, tout ce qui est sur les guides, sur la nourriture, sur ce lieu un petit peu atypique du sud du Sénégal qui mérite d'être connu. Et les touristes que vous accompagnez dans ces voyages, est-ce qu'ils sont plus nombreux de par la période qu'on vient de traverser? Est-ce que vous sentez qu'il y a une aspiration plus forte? Il y a une aspiration plus forte de voyager un petit peu différemment. C'est ce que déjà depuis quelques années, voilà, ce type de voyage était assez sensible à certaines populations, puisque ça s'adresse pas à tout le monde. Il faut être prêt en effet à sortir de son confort traditionnel. Mais donc les touristes là vivent une expérience. En fait, c'est plus vraiment un voyage, c'est une expérience. Ouais. Et dans la durée, dans 5 ans, dans 10 ans. Chemin Solidaire va continuer de grandir et d'attirer, on vous le souhaite, de plus en plus de touristes. Comment vous prenez les devants pour vous assurer que les parties prenantes locales continuent d'être à l'aise dans le rapport entretenu avec les touristes qui viennent, de s'assurer que finalement cet impact, en continuant de développer le volume de touristes, soit maintenu qualitativement? Alors, on veut pas faire du volume de masse. C'est vraiment pas notre idée. Techniquement, on n'aura pas plus de 5 ou 6 destinations parce que voilà, c'est pas notre concept. On n'aura jamais 40 destinations parce qu'on peut pas les maîtriser toutes. En tout cas, pour nous, c'est comme ça qu'on conçoit le voyage. Après, en fait, c'est une grande famille. J'ai envie de vous dire. Je prends l'exemple du Sénégal. Oui, c'est une grande famille. Donc, il faut un juste milieu dans ce genre de tourisme qui peut paraître parfois humanitaire, mais sans l'être. Tout en étant respectueux. Il n'est pas question de changer leur mode de vie, mais d'apporter parfois un petit peu de confort. Le confort peut passer par le biais où le voyageur va laisser quelques livres ou des choses comme ça. C'est un échange pas spécialement matériel, mais de culture. Oui, donc c'est à la fois garder le lien avec les acteurs locaux. Exactement. Et puis vous fixez vous-même des limites. Oui. Et puis voilà, et il y aura pas 50 destinations. On est vraiment ancré avec ce lieu qui nous est cher, et on va continuer en effet à améliorer les choses, bien sûr. Il faudra toujours un petit peu s'améliorer, mais tout en restant dans le respect. Il n'est pas question de créer un hôtel ou de choses comme ça sur place. Voilà, ça c'est pas envisageable. Très bien. Merci beaucoup Cathy pour ton témoignage. Merci, avec plaisir. Pascal Rigaud, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur de La Boulange. Tu es également à l'initiative de Big Impact. Est-ce que tu peux nous dire brièvement quel a été ton parcours entrepreneurial dans un premier temps avec La Boulange? D'accord. D'abord, je suis du coin, moi. Je suis de la région de Bordeaux. Et je suis parti assez tôt aux États-Unis. Et c'est là où j'ai créé une boulangerie qui a bien fonctionné, etc. Et je suis revenu en France il y a quelques années pour redémarrer une entreprise autour de la boulangerie qui s'appelle la petite boulangerie en France. On a, je sais pas, 25 unités aujourd'hui, qu'on va assez vite. On a 180 employés. On avait jusqu'à 1500 employés aux États-Unis. Donc c'est des grosses boîtes. Je suis revenu en France parce que c'est mon pays, c'est ma région, et j'ai envie d'essayer de redonner ou de faire quelque chose pour cette belle région. Ça fait combien de temps que tu es revenu à Bordeaux? 2 ans, un petit peu, 2 ans et demi. Et je disais tout à l'heure que tu étais à l'origine de Big Impact. Donc là, on passe de la petite boulangerie au Big Impact. Le déclic, qu'est-ce qui t'a amené déjà à créer Big Impact, et qu'est-ce que fait Big Impact? D'abord, c'est une des raisons pour laquelle je suis revenu en France. C'est pas simplement recommencer un parcours entrepreneurial pur business. C'est aussi essayer de faire autre chose. Et Big Impact, pour moi, c'est l'idée justement de créer quelque chose dans le monde associatif, dans un pays où le monde associatif est déjà extrêmement bien développé, avec beaucoup de gens qui font déjà beaucoup de choses, très très bien.
Ouais. Et essayer d'innover dans ce monde-là. Alors peut-être avec des mots qui fâchent de temps en temps, croissance, pérennité, avoir une monétisation du modèle, etc., etc. Mais comme tout le monde fait tout le reste très très bien, nous il faut qu'on essaie de faire quelque chose qui soit innovant, quoi, Ouais. et qui essaie de bousculer un petit peu tous ces codes-là. Et alors comment ça se traduit chez Big Impact aujourd'hui? Ça s'est traduit d'abord par essayer de rencontrer le maximum de gens. Donc Ouais. on a rencontré, je pense la première année, à peu près 2000 personnes, alors de tout, des demandeurs d'emploi, le directeur de Pôle emploi, des syndicalistes, des hommes politiques, des grands entrepreneurs, etc. En essayant de bien évidemment tout l'écosystème associatif qu'on ait pu rencontrer aussi, et puis essayer de définir ce qu'on avait véritablement envie de faire, ce qui nous semblait qui manquait dans un premier temps, et puis après ce qu'on avait envie de faire. Ouais. On dit souvent qu'on n'a que 24 heures pour faire des choses. Alors on peut faire des petites choses, des moyennes choses ou des très grandes choses, mais de toute façon on n'a que 24 heures. Donc nous, dans notre cas, c'est essayer de faire le maximum de choses qui ont le maximum d'impact très rapidement sur les gens. Le lien social, le cadre de vie, et essayer de faire prendre conscience et confiance aux gens qu'on peut faire beaucoup de choses sans attendre que les gens le fassent pour nous. Donc, comment est-ce qu'on se prend en main? Comment est-ce qu'on essaie d'évacuer aussi un petit peu le système de subventions? Là, j'écoutais tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'en fin de compte, il y a pas mal d'associations aussi qui arrivent à faire sans beaucoup de subventions non plus. Donc on arrive à se débrouiller et pas tout le temps attendre que le service public fasse quelque chose. Et vraiment essayer d'avoir des modèles pérennes. Ça c'est très important, la responsabilité d'avoir un modèle économique. Alors ça c'est peut-être ma déformation du temps que j'ai pu passer aux États-Unis. Mais on se dit que si on veut tenir le coup, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui fasse du sens et qui puisse rémunérer les gens correctement. Et c'est à l'échelle plutôt du territoire bordelais. Quelle est la zone géographique sur laquelle s'inscrit Big Impact? Alors, nous, on est parti du principe que c'était plus facile de partir d'un territoire, mais avec une ambition nationale, voire même internationale, assez rapide. On discute sur certaines initiatives avec le gouvernement belge, on discute même avec une grosse assoce fondée par la Fondation Job à Palo Alto qui s'appelle Sapiens et qui s'inspire un petit peu de nos idées, de ce qu'on a envie de faire. Et donc, on s'est pas fixé de limite, mais on sait qu'il faut bien commencer quelque part. Et si on veut créer des modèles économiques, si on veut faire de la vraie value engineering, c'est-à-dire voir le vrai coût des choses, et créer une méthodologie autour de tout ça qui va nous permettre d'aller très vite, très loin, la fameuse tâche d'huile, mais la tâche d'huile qui va vite, on est un petit peu obligé de partir d'un territoire, puis c'est pas un territoire plus pourri qu'un autre, ici on est pas trop mal. Effectivement. Et donc là, aujourd'hui, la phase, elle est expérimentale. Il y a un certain nombre de dispositifs déjà qui se mettent en place. Et l'ambition, c'est 2022-2023 de faire monter en puissance une fois bien calibré les expérimentations. Une fois que c'est un petit peu, en fin de compte, on est allé peut-être un petit peu plus vite que ce qu'on pensait. Parce que on s'était donné 3-4 ans pour justement, faut vraiment faire de la value engineering, créer ces méthodologies, etc., qui vont nous permettre d'avoir des KPIs et puis de pouvoir montrer à tout le monde que le truc, ça marche. Non, on est vraiment dans une phase active sur 2, voire même 3 de nos initiatives, qui nous passionnent, et on est assez, fiers de nous et fiers des gens qui nous accompagnent parce que ça va vite. Et je pense que c'est important d'aller vite parce que si on veut arriver à emmener les gens derrière nous, je pense qu'il faut que ça aille vite parce que parfois il y a une lassitude et un truc qui se met en nous et qui c'est vachement bien tout ça, mais regardez, ça fait 3 ans qu'on y est et regardez ce qu'on a fait, quoi. Et nous, il y a quand même une idée d'aller vite. Bon, d'abord parce que je suis pas un poulet tout jeune, quoi. Donc moi j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller tout ça le plus longtemps possible. Donc je pousse tout le monde parce que c'est moi le plus vieux de la bande. Je dis les mecs, si vous voulez que je tienne le coup, il faut aller vite. Et puis ensuite pour la raison que j'ai donnée, quoi. Il y a toujours un sentiment de lassitude et c'est toujours très compliqué de continuer à créer le dynamisme. Donc il faut que les trucs se passent vite.
Et voilà, donc. Est-ce que tu peux nous donner un Oui, bien sûr. exemple du projet un peu coup de cœur parmi les 3-4 dispositifs? Le projet coup de cœur, c'est difficile de choisir entre ses enfants, tu sais. C'est bien. Il y en a vraiment un qui aujourd'hui est en train de prendre forme, qui s'appelle Big Moment. Donc l'association s'appelle Big, Big Impact, comme tu as dit, mais plutôt Big Ensemble. C'est cette idée de comment est-ce qu'on retrouve l'envie de faire des choses ensemble. Je pense que dans les années qui viennent, si on n'arrive pas à trouver des façons de travailler ensemble, ça va être une énorme catastrophe. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions à ce qui nous attend, mais ensemble? C'est vraiment, je pense que c'est un des plus gros enjeux. C'est vraiment créer cette espèce d'intelligence collective. Et donc on a un truc qui s'appelle Big Moment. Et alors nous on emploie ça, on emploie le terme cheval de Troie. Alors tout le monde nous dit ouais, c'est hyper sanguinaire. Mais bon, moi Ulysse, d'abord je le connaissais pas, mais je trouve que sa stratégie était vachement bien. C'est comment est-ce que tu peux arriver à rentrer dans des endroits où il te faudrait des années-lumière pour y rentrer, parce que c'est institutionnel, etc., etc. Et donc cette idée de Big Moment, c'est de créer au moins 7500, entre 7500 et 14 000 endroits en France, où on va pouvoir amener la culture, des conférences, des concerts de très très haute qualité, pour tout le monde. Parce que je pense que l'idée aussi, c'est de faire tout pour tout le monde en même temps. C'est-à-dire que quand on commence à stigmatiser une certaine partie de la population, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des gens qui mettent des freins, et pourquoi lui il vient nous voir ici, et pourquoi moi j'irai pas le voir là-bas. Et nous on veut vraiment essayer d'éviter tout ça. Donc l'idée c'est à peu près 10 000 salles. En France, une captation qui ne sera jamais montrée sur YouTube, etc., etc. C'était l'idée d'aller voir un grand événement ensemble, c'est-à-dire hors de sa télé, hors de son téléphone, de son truc. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre l'habitude de recevoir des choses innovantes, intéressantes, inspirantes quand on est ensemble? Et ça, la plupart du temps, on le fait plus aujourd'hui. On peut prendre une bribe de quelque chose d'intéressant sur une émission quand on est tout seul ou à la télévision, etc. Mais on n'a pas du tout la possibilité d'en discuter ensuite. Et éventuellement, nous, c'est ce qu'on espère faire par la suite, donner la clé ou la première marche ou la possibilité d'agir. Ok, tout de suite. Vous avez entendu quelque chose qui vous a intéressé. Un call to action derrière. Call to action derrière, c'est super important. Et donc voilà. Et donc on savait pas comment faire. On est allé voir des municipalités, ça prenait du temps, mais ça marchait. Et puis tout d'un coup, on a pensé au réseau des sapeurs-pompiers. Et on s'est dit, c'est 7500 casernes, c'est 180 000 pompiers, 60 000 bénévoles, 60 000 professionnels, 120 000 bénévoles, maillés sur toute la France. Et on s'est dit, ces types-là, c'est le tiers de confiance le plus aimé de la population. Ils savent tout faire. Ils ont une empathie naturelle, etc., etc. Donc on s'est dit, on va s'accrocher on va essayer de travailler avec ces gens-là. Et on a trouvé des gens exceptionnels qui ont des besoins de leur côté. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire la promotion du métier, parce qu'aujourd'hui il y a une baisse de jeunes, etc., qui ont envie de faire ça, parce que bon, ils sont sur la FIFA, ils sont pas en train de regarder les beaux camions de pompiers qui passent à côté. Donc la vocation, comment est-ce qu'eux ils peuvent continuer à créer de la vocation? Comment est-ce que ils peuvent faire de la prévention? Parce que les accidents domestiques tuent 20 fois plus que les accidents de la route aujourd'hui. Est-ce qu'un pompier veut pas aujourd'hui si aller récupérer un gamin au fond d'une piscine? Ça, il veut plus le faire. Donc ça, c'est hyper important. C'est comment est-ce qu'on fait pour prévenir au niveau des accidents domestiques. Et puis ensuite de l'argent, parce qu'ils ont une association, ils ont des pupilles de la nation, des enfants de pompiers qui sont morts au feu, et donc ils ont des besoins. Et nous, on remplit tout ça. On va multiplier par 5 les revenus de l'association. On va organiser donc tous ces événements. Donc c'est bien un événement capté en un endroit. Et puis qui est diffusé après dans les 7500 endroits. Excellent. Et puis ensuite, la vocation, puisqu'ils vont organiser des événements autour de tout ça dans les casernes, où on pourra aller faire des tours en camion, se servir de la lance de pompiers, les écouter nous raconter leur métier, bien évidemment, avec passion. Et là, on arrive à faire plein de choses en même temps.
C'est-à-dire qu'on remet des gens ensemble, les gens vont avoir des moments inspirants, ils sont dans un tiers de confiance qui est assez exceptionnel, mais qui peut varier. Hein. Par exemple, on était à Béchac-et-Caillaux, une caserne de pompiers, et il y avait les types de Lafitte à côté, et les gars ils me disent mais venez faire votre truc chez nous aussi. Donc on va faire Caillaux, on va faire Château Lafitte, on va faire des églises, des salles des fêtes, etc., etc. Donc on se limite pas dans le nombre d'endroits où ces événements seront redistribués. Le deuxième truc, c'est les collèges et les lycées. Donc la semaine qui suit la diffusion dans ces 7500 ou 10 000 endroits, ça sera rediffusé dans les collèges et les lycées de France. D'accord. Donc comment est-ce qu'on inspire la jeunesse ? Et puis après, je pourrais vous parler pendant des heures de big nature, big village et quartier, big réseau, avec l'idée de comment est-ce qu'on fait quand on est en 6e pour créer des réseaux, l'égalité des chances, l'égalité des reconnaissances. Enfin, tout ça, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est ça qui fait ce fondement, en fin de compte, sur ce qu'on va pouvoir faire ensemble plus tard, quoi. Donc, et la captation, je sais pas, le premier, c'est Yann Arthus Bertrand. D'accord. Dans 3 ou 4 épisodes, quand il sera bienvenu, c'est Thomas Pesquet. Et les gars, on leur dit, vous avez 1 heure et quart pour inspirer les gens qui vous écoutent. Quelque chose ou quelqu'un vous a inspiré pour vous aider à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, inspirez les gens qui vous écoutent. Ouais, très bien. Et donc c'est hyper marrant. Et c'est eux qui créent leur émission. Donc Pesquet va inviter Benabar, etc., etc. Et ils vont discuter dans un cadre hyper marrant, où les gens sortent totalement de leur confort, avec un public sur la captation d'une centaine de personnes, des gens qui sont jamais allés voir des concerts en live, jamais assisté à une conférence, des politiques, des entrepreneurs, mais toutes sortes d'entrepreneurs. Tout le monde qui sera là et qui pourra participer, poser des questions à la fin, mais à 1 mètre des intervenants. Et ça, on va le capter d'une façon assez originale. Et c'est ça qu'on va mettre dans la boîte et qu'on va envoyer dans 7500 ou 10 000 endroits. C'est marrant comme truc, tu vois. C'est très bien. Et pour pouvoir être informé, il faut aller sur quel site internet? Alors, d'abord, on va essayer de continuer. Nous, on est assez brick and mortar, hein. On n'est pas trop réseaux sociaux. Jérémy sait faire ça beaucoup mieux que nous, et puis c'est lui qui relaiera tout ça. Nous, on va essayer de surfer sur des plateformes qui existent déjà. D'accord. C'est plus facile de prendre des gars qui ont 1 million de followers plutôt que toi d'en créer un où tu vas récupérer 20 followers et c'est ta famille qui like tous les matins parce qu'ils t'aiment bien, quoi, tu vois. Donc nous, on est conscient de nos limites aussi. Mais les pompiers et ces 7500 endroits, si tu veux, il y aura entre 50 et 150 personnes par endroit, pas plus. Donc on pense que ça va se faire totalement naturellement, quoi. Et pour nous, parce que justement, on n'est pas ou du moins moi, en tout cas, je suis pas de la génération. Je m'en sers, je regarde, etc. Mais il y a une vraie valeur à essayer de recréer un petit peu ce bouche à oreille, se dire est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu es déjà allé écouter un tel. Et donc nous c'est ça qu'on veut faire. D'accord. C'est un petit peu. Alors, il y a des applications, on est en train de bosser sur des applications sympas d'intelligence collective, de réponse à des questions et surtout comme tu le disais tout à l'heure de call to action, tu vois, qu'est-ce qu'on fait après. Et le slogan de Big, c'est si vous avez quelque chose à dire, venez le faire avec nous. Ok, donc ça suffit, quoi. Les parlottes, les machins. Place à l'action. Place à l'action. On est en train aussi d'imaginer à quoi pourrait ressembler une plateforme où, en fin de compte, on ne peut pas contredire ou dire du mal de quelqu'un si on n'a pas une idée à apporter. Et ça, c'est quand même assez rigolo parce que c'est très facile de dire ça, c'est pas terrible quand on est gentil c'est un système de modération original et poli. Mais ça va. Quand on est poli, ça peut aller. Mais c'est très bien de dire que ça, c'est pas bien. Mais toi, tu ferais quoi? Toi et nous, au quotidien, on rencontre des gens qui disent vous avez fumé la moquette. Ok. On dit, bon, le problème, il est là. Le problème, il existe. Tu es d'accord? Le problème, il est là. Le problème, il existe. Ok, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le truc. Alors nous, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut arriver à faire, mais au moins on le fait et on essaie et on va essayer de le faire en grand. Si toi ça te plaît pas, alors bon d'abord t'es pas obligé de dire du mal de nous et ensuite mais qu'est-ce que tu ferais, quoi? Parce que je te jure, l'amélioration. mais je te jure que si c'est bien,
si c'est intéressant, si ça fait du sens, on va arrêter de faire ce qu'on fait, on va faire ce que toi tu nous dis. Parce que c'est ça qui compte. Hein, c'est l'impact, c'est trouver des gens qui ont les bonnes idées. On va peut-être pas arrêter, on va peut-être faire les deux en même temps. Je trouve que c'est important d'essayer de raisonner en idées, quoi. En idées, et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est toujours ça le truc. Aujourd'hui, on est tous à peu près certains que ça va être une énorme cata dans les années qui viennent. Je pense que il faut soit pas écouter la radio, soit être complètement débile pour se dire que ça va pas être le merdier. Ok. Ouais. Mais une fois que tu sais qu'est-ce que tu fais, la vraie question elle est là. Alors tu peux t'investir au quotidien, faire ton tri sélectif, machin, etc. Et puis il y a des gens qui vont peut-être faire plus gros, plus fort, plus vite. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. On a définitivement choisi que c'est ça. Plus gros, plus fort, plus vite. Bon, après, on va peut-être faire plus lentement, moins vite que tout le monde, etc. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est véritablement ce qu'on a envie. Ah bah écoute, on va essayer avec le Grand Rebond de contribuer à notre échelle bien sûr. au Big Impact. Et merci beaucoup, Pascal. Ah mais non, c'est avec grand plaisir. Merci. Bonjour Aurélie Guinan. Bonjour Mickaël. Tu es la présidente de Regard Croisé BY. Et on va parler ensemble de différents sujets autour de l'humain, mais j'aimerais bien qu'on évoque d'abord la question de l'écologie, si tu veux bien. Parce qu'on parle souvent de l'écologie sous l'angle plutôt de l'environnement, mais assez rarement de l'écologie de l'humain. Qu'est-ce que ça peut signifier l'écologie de l'humain pour toi ? Alors moi j'aime bien le mot écologie associé à l'humain, et si on garde cette jolie métaphore, on peut imaginer que chaque humain est une plante, et qu'on est tous différents, tous singuliers. Déjà la première des choses c'est se connaître, donc l'écologie de l'humain, je trouve que ça commence par une connaissance de soi. Ensuite, ça continue par une connaissance de dans quel écosystème je me situe, de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être arrosé souvent? Est-ce que j'ai besoin d'un bon terreau? Est-ce que j'ai besoin d'engrais? Comment je me repère avec mes pairs, justement? Comment je communique? Comment je suis en lien? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les arbres et le végétal, ils sont en lien et ils communiquent par les racines. Donc les racines, ça veut dire quoi? C'est la transmission. C'est la transmission de quelle façon? Et tout ça, ça m'évoque tout ça. En tout cas, cette métaphore-là, elle alimente ce regard-là. Donc évidemment, on peut faire un parallèle avec le management, qui commence par se connaître soi-même, quel type de plante on est. Hein. Ensuite, connaître ses besoins, avoir un regard sur soi, connaître son environnement. C'est où est-ce que je suis le mieux, où est-ce que je vais me développer le mieux, dans quel système, dans quelle organisation. Est-ce que je vois plutôt les choses de façon carrée et du coup je vais aller dans un environnement carré? Est-ce que je mets de la rondeur? Est-ce que ce qui me va c'est plutôt la rondeur? Est-ce que j'ai une double lunette carrée et ronde? Du coup je peux m'adapter. Voilà, mais c'est se connaître soi. Et voilà, ce que l'écologie humaine pour moi c'est prendre soin de l'humain dans ce qu'il est lui personnellement, mais aussi prendre soin du lien. Parce que ce qui nous concerne tous aujourd'hui, c'est la notion de lien. Voilà, donc là, j'ai tout de suite une image qui me vient en me disant le lien aujourd'hui à l'heure du digital et de toutes ces sollicitations, qu'est-ce qui reste du lien et comment on travaille ce lien. Voilà, donc ça, c'est mon sujet, comment on travaille le lien. Justement, en partant de ce constat et de cet état d'esprit, ton activité avec Regard Croisé BY consiste à raconter une histoire individuelle pour créer une dynamique collective. Est-ce que tu peux nous expliquer en termes de dynamique comment l'histoire individuelle peut susciter un engouement collectif? Alors déjà, Regard Croisé BY, c'est hyper important d'insister sur le BY, parce que cette marque-là qui est Regard Croisé, si on y a ajouté un BY, c'est parce qu'on peut mettre son prénom derrière. C'est-à-dire que toutes les personnes que l'on fait intervenir dans nos regards croisés, donc si je précise un peu, c'est un format d'intervention
qui pourrait, alors j'aime pas trop le rapprocher du TED, mais TEDx, mais ça a été vraiment source d'inspiration il y a 7-8 ans, et je me suis dit, bon, même si l'idée vient des États-Unis et les Américains ont des très bonnes idées, moi j'avais envie d'en faire quelque chose de beaucoup plus français, de beaucoup plus identitaire, de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus profond, puisqu'on n'est pas dans un partage des idées, mais plus dans un partage de l'être. C'est vraiment l'essence de Regard Croisé, c'est partager qui je suis dans mes expériences, qui je suis dans mon parcours, qui je suis dans mon développement. Et donc c'est pour ça que le bail est important, parce que Regard Croisé, bail par exemple Sébastien, ou Regard Croisé bail Emmanuel, ou Regard Croisé bail Coralie. En fait, chaque personne associe son prénom à la marque à partir du moment où il a témoigné dans le cadre d'un regard croisé. Donc, pour reprendre ta question, c'est vrai que l'essence de Regard Croisé, sa raison d'être, en tout cas, c'est le regard positif inconditionnel. Et ça, c'est important pour nous, c'est dans le lien qui nous rapproche de l'autre. La première des choses, c'est quel regard je pose sur l'autre. Et nous, on est parti du postulat que on avait 1000 façons de se regarder, mais nous, on avait envie de se regarder d'une façon, c'est dans un regard positif inconditionnel. Ça, c'est un terreau de protection, un terreau de bien-être qui va permettre une expression. Donc, regard positif inconditionnel nous amène à faire de chaque histoire individuelle une transformation collective. Voilà. Donc, faire de chaque histoire individuelle, on donne la parole à des collaborateurs en entreprise pour exprimer leur expérience, leur histoire, leur progression face aux autres. Et c'est par ce biais-là qui est, j'ai rien inventé, c'est la catharsis d'Aristote en fait, c'est cette façon de s'exprimer qui fait que parce que je suis naturelle, parce que je m'exprime vraiment dans ce qui m'a touchée, dans le parcours que j'ai pu avoir, dans l'adversité, souvent c'est là où on progresse le plus, dans les expériences que je peux partager, parce que je m'exprime, l'autre va être touché, parce que c'est juste. C'est pas, ça crée de l'empathie, exactement. Donc c'est ça, Regard Croisé, c'est permettre à des personnes qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, notamment dans nos organisations, parce que c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes, les CODIR, les COMEX, passer sur scène, et que là, pour la première fois, si je vous donne un exemple, chez Leroy Merlin, qui est un de nos clients, tout d'un coup, on a une hôtesse de caisse qui va avoir dans un événement, dans un lancement d'année, la même place que le DG Monde. Donc, ça, c'est un vrai signe envoyé aux équipes. Et les équipes donc, qui reçoivent cette histoire individuelle par empathie, on crée une dynamique. Et la personne qui a été coachée, accompagnée pour être en capacité de délivrer son histoire personnelle, qu'est-ce qu'elle en retire par rapport au retour finalement de toutes les séances que tu as pu déjà mettre en place? Est-ce que ça leur permet de s'émanciper, de développer des nouvelles compétences par exemple? Alors, ce qu'on va mettre en valeur, c'est essentiellement les soft skills. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui va apparaître. Le fait de faire cet exercice-là, qui est un exercice sur l'extime, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'intime, on est sur de l'extime. L'extime, c'est cette part de soi qu'on est OK de révéler à l'autre. Le fait de le faire, c'est la base de tout ce qui peut commencer par psychanalyse, psychothérapie, etc. C'est le fait de présenter de l'estime, c'est-à-dire mettre son histoire à l'extérieur de soi, ça te fait progresser forcément. À chaque fois que tu as pu donner ton histoire, tu la regardes un peu avec une distance, avec un effet miroir, et puis tu sens aussi ce qui se passe en face. Et ce qui est important de dire, c'est que tu l'as souligné, c'est du coaching avant. C'est-à-dire que la première pierre, c'est que les personnes qui interviennent, qui n'ont pas l'habitude d'intervenir habituellement, soient en protection. Alors ça se fait pas comme ça. On dit pas, toi tu vas intervenir sur scène devant 3000 collaborateurs et ça va bien se passer. Ça se passe pas comme ça, c'est un accompagnement, c'est en général 8 heures de coaching.
Voilà, où on les écoute beaucoup. Moi, mon premier métier, c'est le qualitatif, les études qualitatives. Donc ça, c'est mon ancien métier que je fais encore un peu toujours. Mais du coup, on a des techniques de questionnement qui permettent une écoute complètement ouverte et libre. Et qui autorise la personne à délivrer ce qu'elle a envie de délivrer, parce qu'on est vraiment sur une parole choisie. Oui. Voyez, c'est-à-dire que elle va délivrer une histoire, ça dure 2 heures, et nous on va en garder en 10 minutes la substantifique moelle. C'est-à-dire vraiment l'essence. Et là, en storytelling, on va les aider. Alors, soit à écrire leur histoire, soit on va l'écrire pour eux, mais avec leurs mots. Parce qu'en Quali, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur les verbatims. C'est-à-dire vraiment leurs phrases, leur façon de parler, les mots employés. On va pas chercher à les rendre en petits singes savants ou à faire passer des messages. On respecte, c'est vraiment une parole voulue. C'est pour ça que dans les regards croisés, il n'y a pas de débat à la fin. La personne arrive, elle vient sur scène, elle pose sa parole, qui est une parole protégée, parce que c'est une parole travaillée. Et en ça, il y a une forme de bienveillance. Ok. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir mettre, quel que soit le niveau hiérarchique, en avant des parcours de vie et d'individus au même niveau, et finalement ça peut être tout autant inspirant quelle que soit l'évolution de la carrière et le job occupé. Donc là aujourd'hui, où toutes les entreprises cherchent à redonner du sens, mais aussi à recréer de l'engagement, c'est complètement dans l'air du temps, et ça peut peut-être inspirer sans forcément d'ailleurs le faire totalement dans les règles de l'art telles que Regard Croisé By est en mesure de l'apporter, à inspirer aussi des animations de journée d'équipe un peu différemment. Ben, en général, c'est un événement starter qui ouvre vers d'autres choses. C'est pas un événement en soi qui se passe et puis ensuite il se passe plus rien. Non. L'effet regard croisé, c'est que ça libère la parole. Il y a toujours un avant et il y a un après. Un avant et un après pour nos talkers. Talker écrit talk-cœur, parce que c'est vraiment un langage du cœur et des tripes. Et pour les équipes, parce que quand l'autre sur scène se révèle, ben ça me donne envie moi aussi de me révéler, ça me donne envie d'aller partager mon histoire. Voilà. Et pour les managers, pour les leaders, c'est tellement plus fort d'avoir un de ses pairs qui témoigne plutôt que d'avoir quelqu'un qui représente une valeur. Je vais vous prendre un exemple, je citerai pas l'enseigne, mais j'ai été amenée à faire une proposition pour illustrer une valeur d'une marque, d'accord, qui était la performance et la rapidité. Ils avaient le choix, soit ils faisaient un regard croisé sur la performance et la rapidité, avec des collaborateurs qui allaient illustrer leur façon à eux d'avoir été performants et rapides par des exemples concrets, tangibles et vérifiables, et connus peut-être de tous, hein, en tout cas vérifiables. Donc soit ils faisaient un regard croisé, ils avaient 10 témoignages de leurs collaborateurs sur ce thème-là, soit ils faisaient venir Alain Prost. Pour le même budget à peu près. Plus ou moins. Alain Prost était un peu plus cher. Un peu plus cher. Un peu plus cher. Bon, à ma grande désolation, ils ont choisi Alain Prost. Parce que il y a des logiques de statut, mais ça embarque personne. Alors évidemment, il est plus rapide que moi, Alain Prost. Mais personnellement, intrinsèquement et affectivement, un collaborateur sera beaucoup plus proche de son collègue qui a osé être sur scène et qui témoigne que de Alain Prost. Voilà. Ben merci, ça illustre très bien le positionnement. Et tu ouvres également à Bordeaux une antenne du réseau OVH, qui est en cours de constitution, c'est ça? Non, ça y est, c'est déjà constitué. Lancé. Voilà, il y a un premier groupe, ça fait 1 an. Alors peut-être tu présentes VH ou parce alors, que tu peux peut-être nous rappeler la baseline de VH. On l'avait présenté avec Gilles Poirieux dans une émission précédente, mais j'aurais pas écorché la baseline. C'est réseau pour et par des hommes et des femmes, c'est ça, des femmes et des hommes.
Et c'est un réseau de managers qui font un travail sur eux-mêmes pour le coup. Alors là, tu viens de toucher un élément essentiel qui est un élément de discussion entre nous. Ouais. C'est que EVH, tel que, et c'est très bien que Gilles Poirieux l'ait très bien présenté, Bertrand Cuneau le présenterait aussi très très bien. Il y a beaucoup de personnes chez EVH qui ont beaucoup de mal, comme moi, à s'approprier la baseline exacte de EVH. D'accord. Pour moi, c'est engagement dans le vivant et dans l'humanisme. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Mais ça ne regarde que moi. Bah, écoute, c'est ta séquence, donc on va garder cette version. Voilà, on va garder cette version-là, en tout cas, que moi, j'aime beaucoup. Ce qui est important, c'est que c'est 150 dirigeants d'entreprises qui ont envie de se transformer eux-mêmes dans un premier temps, parce que ça commence toujours par soi, en vue de transformer leurs organisations. Voilà, donc c'est des personnes qui, je dirais, ont mis de côté leur ego. Ça, c'est hyper important. L'ego étant défini par le petit moi qui va se voir plus fort, plus puissant, supérieur aux autres. Donc, on est dans une posture de départ qui est une posture basse. Ok. Ensuite, il y a une vraie volonté de travailler sur soi, de progresser sur soi. Et je pense que ça, c'est le premier élément des gens qui viennent chez EVH. C'est des personnes qui ont envie de travailler sur l'intime, justement, en exprimant l'estime. Donc, on fait du codev, c'est 5 séquences par an. Ces séquences, c'est 2 nuits, en général dans le format classique, c'est 2 nuits sur site et 2 jours et demi de partage avec un groupe de pairs. Ce groupe de pairs, il est constitué de 5 personnes, 5-6 personnes, et il y a un animateur coach qui est là pour d'abord protéger le groupe, parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est la confidentialité. Ouais. Ce lieu-là, il doit rester un lieu confidentiel et un espace de protection, un espace de ressourcement pour les dirigeants qui viennent. Ce qui se passe chez EVH reste chez EVH. Voilà. C'était le grand rebond by Aurélie. Voilà. Merci Aurélie. Merci. David, bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors, ravi de te retrouver pour cette 6e étape et merci pour tout ce que le réseau des petits débrouillards a fait avec toute l'équipe de la tournée, parce que on a eu l'occasion avec le Grand Rebond de participer et on sait que la logistique derrière, ça a été une grosse part du chantier que tu as d'ailleurs piloté en grande partie sur la communication, sur la préparation de chacune des étapes. Le réseau des petits débrouillards, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pourquoi la tournée et vos attentes en tant qu'acteur de la jeunesse? Ouais, alors du coup, je vais préciser copiloter parce qu'en fait, on est plusieurs et on fonctionne vraiment en collectif. Donc, il y a les petits débrouillards, il y a les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, il y a la Peer-to-Peer Foundation et le tiers-lieu L'Ermitage. Donc tous ces acteurs collaborent et coopèrent en fait pour organiser toute cette tournée. Et c'est vrai que ça a commencé en quelque sorte chez les petits débrouillards, puisque tout a démarré il y a 1 an maintenant dans un tiers-lieu qui s'appelait les Grands Voisins à Paris. Les petits débrouillards organisaient l'université populaire des Grands Voisins, et donc lors de la dernière séance, la dernière conférence, il y a une rencontre qui a eu lieu. C'était entre les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat et des représentants de tiers-lieux. Et donc les petits débrouillards étaient bien évidemment présents. Et il y a vraiment quelque chose qui est né au-delà de la conférence. Il y a eu une rencontre entre ces citoyens, les tiers-lieux, notamment celui de l'Ermitage représenté par Jean Carinti ce jour-là, et puis les petits débrouillards, donc plus spécifiquement François Dereau, le directeur des petits débrouillards. Ils ont décidé d'échanger sur cette rencontre. Ils se sont rendus compte que les citoyens, pour donner une suite à cette convention citoyenne, devaient aller à la rencontre des autres citoyens du cru dans les territoires, et que ça devait vraisemblablement passer par des tiers-lieux. Les petits débrouillards là-dedans, on a organisé cette rencontre. On gère aussi des tiers-lieux dans les territoires, et puis pour nous, c'est important aussi de ne pas oublier la jeunesse. Et c'est un des messages, en tout cas, qu'on va aussi porter dans toutes ces étapes, c'est de ne pas oublier la jeunesse. Donc il y a quelques idées de projets à l'issue de cette tournée autour de la jeunesse quand même. Et alors, c'est la 6e, donc la 6e et dernière pour 2021. On va continuer la tournée en 2022. Si on fait un point un peu
Bilan 2021, les 6 premières étapes, tu en retiens quoi principalement? Tu as des clés de lecture à nous partager? Ouais, déjà, ce que je retiens, c'est pas lié que spécifiquement à la tournée des tiers-lieux, mais c'est que les tiers-lieux font beaucoup de bruit en ce moment, plus particulièrement en ce moment. Il y a plusieurs organisations qui représentent des tiers-lieux, qui aident des tiers-lieux, qui forment des futurs concierges ou dirigeants, enfin peu importe, de tiers-lieux. Donc on voit qu'il y a un mouvement, on voit que ça bouge. On voit aussi que les tiers-lieux que nous on visite, qu'on a sélectionné clairement, puisque si on cherche tiers-lieux, on va voir qu'en France il y en a pas loin de 3000, nous on va en voir une vingtaine. On a identifié des tiers-lieux qui sont proches des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui pour nous sont des acteurs de transition dans le territoire, qui sont bien ancrés aussi dans le territoire sur ces enjeux-là. Donc on voit que ça se développe, qu'il y a un vrai mouvement des tiers-lieux, mais on voit aussi que il y a des difficultés, que c'est pas toujours évident pour les tiers-lieux de faire comprendre peut-être leur utilité aux citoyens, puisque c'est avant tout des espaces qui sont ouverts aux citoyens, au public, pas que, aussi aux acteurs économiques, aux associations. Et on se rend compte que c'est pas toujours évident de faire connaître le tiers-lieu, son utilisation, parce que ce dont on a pu se rendre compte juste là en 6 étapes, c'est qu'il y a autant de formats de tiers-lieux qu'il n'y a de collectifs à les faire vivre. C'est-à-dire que ils sont tous différents en fait. Ils ont tous un fonctionnement différent. On a vu des tiers-lieux qui étaient du service public parce que c'est une communauté d'agglomération. Donc je pense à la quincaillerie à Guéret qui a lancé ce tiers-lieu. On voit que parfois il y a des collectifs de citoyens qui forment des entreprises pour pouvoir acheter du bâti et pour pouvoir avoir leur tiers-lieu, mais du coup ils en ont la propriété. On voit des tiers-lieux qui sont gérés par des associations mais qui ne sont pas propriétaires, et parfois ça va être les pouvoirs publics, enfin les collectivités qui vont être propriétaires. Donc on voit que c'est pas il y a encore des difficultés, c'est pas aussi simple que ça de monter un tiers-lieu, mais en tout cas ça fait beaucoup de bruit, mais il y a clairement encore du travail à mener. C'est vrai que le foncier, on a vu que c'est un trait de caractère important, parce qu'en fonction de l'ambiance et du potentiel et de l'espace, par exemple dans un garage, forcément les activités sont pas les mêmes qu'à Guéret pour des raisons de superficie et puis de praticité. Donc déjà la forme, et après il y a le modèle économique derrière, effectivement, qui change complètement la pérennité et la dynamique. On sent que sur les aspects de modèle économique, j'ai l'impression que ça cherche. Il y a des formats complètement différents, mais c'est pas encore tout à fait arrêté. Et je sais pas s'il y aura une recette miracle, parce qu'en fait, nous, on aime bien dire que, par exemple, déjà, il n'y a pas de définition, il n'y a pas un tiers-lieu. On peut pas mettre les tiers-lieux dans des cases, même si parfois on aimerait bien, parce que ça pourrait faciliter la compréhension. Ça peut faciliter tout un tas de choses, mais en réalité, c'est pas, enfin pour moi en tout cas, c'est pas possible. Et si on commence à les mettre dans des cases, il y a un truc qu'on va perdre a priori. Et peut-être que c'est l'essence même du collectif qui gère un tiers-lieu. Donc il n'y a pas de tiers-lieu qui se ressemble. Du coup, il n'y a pas de recette miracle. Et c'est là où ça devient complexe. Et en même temps, c'est tout ce qui fait le charme et la richesse des tiers-lieux. Et puis la transition, elle est complexe de toute façon. Et de toute façon, la transition est complexe. On ne peut pas l'adresser avec des solutions simples. Et chaque territoire est différent. Les tiers-lieux ressemblent vraiment à leur territoire. Et justement, par rapport à ce que tu disais sur le foncier, si la ville de Guéret a un tiers-lieu qui est plutôt du service public parce que c'est l'agglomération qui est derrière, c'est parce que c'est spécifique à ce territoire et qu'ils en ont besoin. Oui, peut-être que ça a été une décision aussi peut-être politique, mais en tout cas, ils en ont besoin et c'est un territoire qui va fonctionner comme ça. Alors que peut-être qu'en Aveyron, chez Station A par exemple, qui sont dans les anciens haras nationaux, eh bien, on va pas avoir de décision politique qui va aller dans ce sens, ça va pas pouvoir être un service public, et du coup, c'est plutôt un collectif de citoyens qui va lancer un tiers-lieu, quoi. En tout cas, on sent que c'est en ébullition partout.
On a vu beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire s'être souvent lancés pendant la crise sanitaire, ou en tout cas avoir amplifié leur volonté d'impact et de transition. Après, la question qui peut se poser au même titre que les tiers-lieux eux-mêmes sur la pérennité du modèle économique et la capacité à posséder le foncier, c'est aussi la pérennité et l'envolée de ces nouveaux acteurs de l'ESS. Mais ce qui est positif au moins, c'est que l'énergie, elle est là, les idées sont là. Il y a quand même beaucoup de solutions qui ont trouvé leur marché. Et ça, c'est prometteur, qu'on participe à leur développement, peut-être en devenant client, en devenant fournisseur, mais en tout cas qu'on protège et qu'on soigne cette économie qui est en train d'émerger. Ouais, exactement. Et puis, tu parles de pérennité. En fait, c'est intéressant parce qu'on est ici à Garage Moderne et tu vois, ça fait 20 ans que ça existe. Oui. Donc, ça veut dire que c'est possible. Avant même que le mot tiers-lieu soit autant utilisé. D'ailleurs, il y a plein d'espaces qui font tiers-lieu, parce que on dit aussi faire tiers-lieu, donc ils font tiers-lieu et qui ne se disent pas tiers-lieu. On connaît des espaces qui ne veulent pas se dire tiers-lieu. Parce que cette notion de tiers peut être péjorative. En tout cas, c'est une question de perception. Mais voilà, il y a des espaces dans certaines villes, et du coup, c'est propre au territoire. Je citerai pas. Mais il y a certains territoires où le mot tiers-lieu, clairement, ne va pas passer auprès de la population. Donc, ils font tout pour ne pas prononcer ce mot, se dire tiers-lieu. Par contre, ils ont exactement le fonctionnement, ils ont les mêmes ambitions, c'est des vrais acteurs de transition. Des espaces hybrides. Exactement, et c'est un collectif qui s'est incarné dans cet espace. Et puis, il y a d'autres espaces qui restent des espaces virtuels, c'est-à-dire que étonnamment, un tiers-lieu n'est pas forcément un lieu. Et donc, il y a aussi des associations qui s'incarnent différemment, parfois à 100% sur le digital, et qui vont mener exactement les mêmes actions pour la population. Mais bon, là, c'est déjà complexe. En tout cas, on va continuer l'exploration en 2022. Ouais, exactement. Merci David pour ce temps d'échange. Merci Mickaël, merci à Grand Rebond aussi. Je profite du coup pour vous remercier aussi, puisque vous apportez quand même une brique qui me semble très importante, ultra pertinente sur chaque étape. C'est-à-dire que la tournée essaye de toucher le plus large public possible, mais c'est important de ne pas oublier les acteurs économiques. On sait qu'il y a beaucoup de choses dans la transition qui devront passer de toute manière par les acteurs économiques, et que sans eux, on ne pourra pas réussir à avoir la transition souhaitable. C'est impossible. Et les frontières sont poreuses. On est citoyen, on est collaborateur, on est entrepreneur. Exactement. On est un peu tout à la fois. On doit faire ensemble, on parlait tout à l'heure. Merci David. Avec plaisir.